C'est un plaisir d'accepter cette invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de venir à Qarouane et retrouver mes amis, mes confrères et surtout ce que je me réjouis de dire à Ouledi Oubneti. Ça me fait énormément plaisir. Donc, je commence tout de suite pour parler de l'antibiothérapie, vu ma situation, surtout que vraiment c'est quelque chose pour laquelle toute ma carrière j'ai bataillé pour le bon usage des antibiotiques, surtout avec notre société sur l'Alliance contre la résistance. Il faut qu'on lutte tous ensemble pour cela. Donc, à chaque fois qu'on me dit de quoi vous voulez parler concernant en médecine générale, je dis le bon usage des antibiotiques dans les infections communautaires. Donc, voilà le contexte. Il faut pas l'oublier, ce contexte. C'est que ça, c'est des réalités. C'est des réalités quand on dit que la Tunisie est le plus grand consommateur, le plus grand après la Turquie, consommateur d'antibiotiques. Et puis regardez les chiffres, même s'ils ne sont pas. Bon, je vais essayer ici. Merci. Ah, et là, oui. Donc, ça, c'était aussi quelques données nationales, parce que là, c'est des données internationales, dont la Tunisie, mais des données nationales qui sont allées jusqu'à 2015 auprès de la DPM et qui montrent l'augmentation de la consommation d'antibiotiques, comme on va le voir, surtout en secteur officinal par rapport au secteur hospitalier. Donc, c'est pas uniquement le secteur libéral, mais officinal. Donc, c'est plus les pathologies infectieuses ambulatoires. Alors, c'est pas ça. Ah bon, c'est bon. D'accord. Pardon. Voilà donc la courbe dont je vous ai parlé auprès de la DPM. Et la conséquence dans ceci, et ça c'est un nouveau article qui parle des prévisions jusqu'à des années 2030, 2050 en fait, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ça c'est à l'échelle. Voilà, c'est ça. De mettre la flèche. Donc voilà, au premier graphique que vous voyez, cette ascension qui est là. Et puis quand on regarde par région et dans le cercle rouge que je vous ai mis, ça c'est l'Afrique du Nord, donc la Tunisie, on est là. Regardez cette augmentation très importante et surtout regardez que tous les âges sont encore représentés par rapport aux pays développés où les âges, les jeunes et les enfants, etc., ont énormément diminué. Et ça, c'est plus la vaccination, c'est le niveau de vie, c'est ça qui est à l'origine. Mais donc, il faut s'attendre à cela. Et comment? Enfin, s'attendre, il faut combattre cela par le bon usage des antimicrobiens à tous les niveaux, du prescripteur au décideur. C'est très important. Pour cela, j'ai choisi de parler de 3 situations cliniques communautaires qui sont très consommatrices d'antibiotiques et d'où le bon usage a un impact. Ce sont les infections urinaires, les infections bronchopulmonaires, mais je ne vais pas en parler puisque on a déjà parlé, et les infections cutanées et des tissus mous. Donc, je vais faire un peu de quelques cas cliniques, comme ça on peut interagir si vous permettez, et puis si le jury ne voit pas d'inconvénient, moi vous pouvez me poser toutes les questions, ne me laissez pas parler toute seule. Donc, pourquoi les infections urinaires? Parce que 2/3 de la prescription antibiotique se fait en ambulatoire et c'est la 2e cause de prescription après les infections ORL. Aussi, 40 à 70% des patients reçoivent une antibiothérapie non justifiée de par le monde. En Tunisie, on a fait une étude. Malgré les recommandations 2018 qui sont là, l'étude a été faite en 2019 et 58% de l'antibiothérapie, on est dans la fourchette, vous allez me dire, mais bon, 58% antibiothérapie non appropriée et 70% de cette antibiothérapie non appropriée, c'est pour les cystites.
Je vais prendre le premier cas clinique et je vous parle d'une dame âgée, parce que c'est une situation qui devient de plus en plus fréquente, qui consulte pour somnolence et refus d'alimentation depuis 48 heures. En fait, pour dire les choses pratiques, c'est un médecin qui va la voir carrément chez elle. Et ça, c'est très bien que ça se passe ainsi. Donc, elle a une fibrose pulmonaire, elle est grabataire, elle a besoin d'aide avec un score OMS 3 à 4, et ces derniers jours, elle est à 4, donc elle est totalement dépendante. Elle est traitée pour une HTA et insuffisance cardiaque, elle est sous diurétique. Elle présente des troubles cognitifs modérés et elle a été hospitalisée pour une décompensation cardiaque il y a 1 mois avec un épisode infectieux respiratoire qui l'a décompensée. Elle a été traitée par plusieurs antibiotiques. Et on lui avait mis une sonde à demeure qui a été gardée pour le confort. Donc ça, c'est mon point d'exclamation, j'espère que vous le partagez. Sa fille, donc, elle signale, en plus de cette somnolence chez sa maman, des urines qui sont troubles et fétides, qui sortent de la sonde et ça sent mauvais. Donc, elle avait un Glasgow à 13, l'état hémodynamique est correct, sa saturation, on ne connaît pas, mais vu sa fibrose, elle est limite. Elle est tachypnéique, tachycarde, déshydratée, température à 37,8. L'examen était un peu difficile, mais elle avait des râles crépitants bilatéraux. Qu'est-ce qu'il a fait le médecin devant cette plainte d'urine fétide et trouble et cette somnolence? Et il a demandé une bandelette urinaire. La bandelette urinaire, elle se fait, il a demandé, il l'a faite. Elle a été faite tout de suite au lit de la patiente, donc chez elle, et ça se fait, et elle était positive. Il avait demandé un ECBU et il a démarré tout de suite une antibiothérapie par ciprofloxacine. Bon, c'est ce que j'ai envie de discuter avec vous. Alors, la démarche, qu'est-ce que vous en pensez? La bandelette urinaire, elle a une indication ou pas pour aider ce médecin? Non, pour la simple raison que la patiente a une sonde et la leucocyturie est systématique. Dans 100% des cas, on va la trouver et donc on sait que la bandelette urinaire, c'est soit leucocyte, soit nitrite qui est positive et donc ça n'a aucun sens. 100% des patients sondés ont une BU positive et il n'y a pas d'indication de la faire. Donc ça va erroner plutôt qu'autre chose. Il fait un CBU, après il va avoir le résultat. Après, on verra qu'il y a une culture positive après, parce que lui, il a commencé la ciprofloxacine et après 48 heures, 24 heures, on a le germe, 48 heures, on a l'antibiogramme qui est sensible à la ciprofloxacine. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une bactériurie asymptomatique ou bien c'est une infection urinaire chez cette dame qui a des symptômes qui ne sont pas évidents? C'est une vieille dame, certes. Et donc, de là, la bactériurie asymptomatique versus infection urinaire, de quoi s'agit-il dans les situations difficiles? On sait que, pour parler le même langage, la bactériurie asymptomatique se définit par un ECBU positif. En culture, sans aucun seuil, 10 puissance 3, 4, 5, peu importe, sans tenir compte de la leucocyturie. Juste la présence de germes, c'est leucocyturie. L'infection urinaire, par contre, c'est des symptômes avec un ECBU positif, avec des règles. Une leucocyturie élevée et une bactériurie élevée. Donc sinon, on ne retient pas le diagnostic. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est cette clinique non spécifique dont on parle toujours. Chez les sujets âgés, c'est pas très spécifique, une somnolence, elle n'est pas bien, une altération de l'état général. C'est vrai que ça existe. Donc, la symptomatologie urinaire peut être fruste, l'état confusionnel peut être indécine, anorexie, nausée, etc. Donc, toute la difficulté est là chez le sujet âgé. Mais, s'il vous plaît, l'aspect et l'odeur des urines sont plus des marqueurs de déshydratation que d'infection urinaire. Donc, il faut oublier ça. Très souvent, les parents des sujets âgés le disent. C'est pas une infection urinaire. Au fait, pourquoi on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la bandelette urinaire, la bactériurie asymptomatique ne se traite pas.
Elle ne se traite pas et on la cherche pas. Sauf dans 2 situations, qui sont la grossesse et lorsqu'il y a un geste urologique à faire. Point barre. Rien d'autre. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, les études ont démontré, lorsque ces bactériuries asymptomatiques sont traitées en dehors du problème général et de la résistance et du surusage des antibiotiques, à l'échelle individuelle du patient, il n'y a aucune raison pour le faire. Donc 3 raisons pour ne pas traiter les bactériuries asymptomatiques. On a démontré que la colonisation est due à des bactéries commensales, donc qui ne sont pas virulentes, qui ne donnent pas des infections. C'est pas comme Escherichia coli avec les facteurs d'adhésion. Que les traitements des colonisations ne diminuent pas le nombre d'infections urinaires après et que le risque de récidive est plus élevé dans le groupe de cas de traitement, ce qui est logique, puisqu'on va perturber la flore par des antibiotiques. Donc, il n'y a aucune raison de les traiter. Donc, en fait, cette patiente, si on revient, elle ne s'est pas améliorée par le Ciflox, malgré que c'est sensible. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Au fait, c'était tout simplement une bactériurie asymptomatique et son état est dû plutôt à une pneumopathie. Elle avait des râles crépitants et on est passé quand même 48 heures sans avoir le bon diagnostic. La ciprofloxacine, comme si on a traité un pneumocoque éventuellement, ou bien, puisque sujet âgé, etc., il peut y avoir même d'autres bacilles gram-négatifs par ciprofloxacine, où le germe qu'on a trouvé dans la bactérie asymptomatique, il est sensible, mais celui de la pneumopathie ne l'est pas. Et elle a aggravé entre-temps cela. Donc, au fait, si on résume avec ça, et pourquoi j'en parle, donc, c'est vrai que le diagnostic d'infection urinaire de la personne âgée est difficile et ça donne un risque de traitement abusif et qui est à l'origine de sélection de germes résistants, d'élimination de germes peu pathogènes au profit des résistants et surtout le risque de passer à côté d'un autre diagnostic. Donc, très important, la recommandation, c'est de ne pas traiter, toujours penser à autre chose avant de faire un ECBU. Donc l'examen clinique et l'examen clinique. Toujours dans les infections urinaires, et là c'est une dame de 54 ans qui est diabétique, qui a des brûlures, qui a des signes de cystite, et maintenant je vous dis, est-ce qu'il y a un risque de complication ou pas? Vous savez que maintenant, en classe des infections urinaires, cystite ou pyélonéphrite, avec ou sans risque de complication. Est-ce qu'il y a un risque de complication chez cette dame? Le diabète n'est plus considéré comme un facteur de complication, de risque de complication. Donc, au fait, il n'y a pas l'âge. C'est vrai qu'on a besoin d'autres données, notamment, est-ce qu'il y a des antécédents d'infection urinaire? Est-ce qu'elle a été... Mais, au fait, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Tout ce que j'ai mis, tout le reste est négatif. Donc, au fait, ça fait plus cystite non compliquée. Entre parenthèses, si jamais elle a fait une cystite il y a 4 ans, une fois, ça s'appelle pas une infection urinaire récidivante et on va dire, ah, c'est pas, donc c'est un risque de, non. Mais c'est les récidivantes plutôt. Alors ça, c'est un petit rappel, qu'est-ce qu'il faut chercher pour dire un risque de complication qui va nous aider pour dire qu'on hospitalise ou pas et quel traitement donner et quelle démarche diagnostique. On fait soit une bandelette, soit obligatoirement un ECBU. Donc, c'est toute anomalie organico-fonctionnelle de l'arbre génère, ça va de soi. L'infection urinaire masculine, c'est une infection urinaire à risque de complications vu la difficulté d'avoir d'infection urinaire. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent, bien que les choses ont un peu changé, on va voir ça. La grossesse, l'âge supérieur à 65 ans, s'il y a des comorbidités, maintenant on va jusqu'à 75 ans, hein, si la personne n'a pas de tas. L'immunodépression grave, chimiothérapie, corticoïdes, etc. Et l'insuffisance rénale chronique avec une clairance inférieure à 30. C'est ça, rien d'autre. Au fait, cette patiente, sa fonction rénale est normale, n'a pas d'antécédent d'infection urinaire, pas de prise récente d'antibiotiques, ça peut nous aider, ça, et pas de sondage vésical. Quel examen complémentaire? Que faites-vous? Bandelette ou ECBU? Est-ce qu'il faut confirmer par un ECBU ou pas, en d'autres termes, dans les cystites, sans risque de complications?
Non, voilà, c'est très simple, une bandelette suffit. Comment traitez-vous? Par du Bactrim, de la furantoïne, ciprofloxacine, amoxicilline, acide clave ou phosphomycine unidose. Ça, c'est clair pour tout le monde, parce que les fluoroquinolones, on les voit partout. Donc ça, c'est clair, pas de fluoroquinolones, et je vais le dire. Pourquoi? En fait, nous, médecins, il faut toujours qu'on nous explique le pourquoi des choses, parce que sinon, on a bien envie de donner comme ça. Pourquoi c'est efficace et on ne va pas nuire ni au patient, c'est ce qui nous intéresse, ni à la communauté et à la résistance et l'aggravation de la résistance. Parce que le germe-onqueuse est dans la majorité des cas une entérobactérie, donc on connaît qu'est-ce qu'on vise, moi aussi à large spectre, la hatchay, et taux de résistance, c'est important pour nous guider, acceptable pour le probabiliste, c'est pour les cystites, ils ont des données épidémiologiques qui disent que la résistance ne dépasse pas les 20%. Et c'est là où on a parfois très peur. Et pour les pyélonéphrite, où c'est plus grave, ils ont la résistance inférieure à 10%. Donc c'est ça qui va guider notre choix. Regardez, ça c'est un profil de sensibilité qui a été fait lors des recommandations pour mettre en place des guidelines. C'est qu'est-ce qu'on a regardé? Regardez ces fluoroquinolones. C'est vrai que c'est une étude un peu biaisée, parce qu'elle était plus faite dans des laboratoires de CHU. Le nombre des laboratoires de libre pratique n'a pas dépassé les 20%. Mais c'est une étude multicentrique qui a été faite sur plusieurs centres, plusieurs régions du pays. C'est vrai. Mais même si c'est pas 66,8%, et ça c'est pour Escherichia coli, le germe le plus fréquent, de toutes les façons, ça ne dépasse pas les 75%. Dans la réalité, la sensibilité. Donc, au fait, c'est ça qui nous fait très peur pour dire que, laissant les fluoroquinolones, quand ils seront indiqués, et on verra quand est-ce qu'ils seront indiqués. Donc, bien sûr, on va tenir compte de la tolérance, de l'allergie, etc. Et puis, c'est vrai, quand on est face à un patient, l'impact écologique n'est pas, qu'on le dise clairement, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais à efficacité égale. Et quand on regarde tous les critères, ça serait bien de choisir parmi ces antibiotiques qui peuvent être donnés, celui en ambulatoire. Est-ce que vous attendez le résultat de la culture de l'ECPE? Vous attendez? Moi, j'accepte tout, au fait. Au fait, parce que ça dépend du patient. Ça dépend de l'entourage, de l'environnement de ce patient. Est-ce qu'il peut être suivi en ambulatoire ou pas? Est-ce qu'on peut attendre l'antibiogramme ou pas? Donc, c'est d'autres signes. On ne peut pas tout décrire, mais au fait, je fais confiance au médecin, mais pour lui dire que toutes ces possibilités existent. C'est pas une obligation de l'hospitaliser si il peut être suivi correctement en ambulatoire. Donc, le traitement probabiliste où on attend, généralement, on traite. Hein. Pour l'homme, généralement, on traite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on donne? Céfotaxime, ceftriaxone, céfotaxime amikacine, cipro en monothérapie, ou bien un aminoside type gentamicine. Je vous rappelle que c'est un patient qui a reçu des antibiotiques auparavant, pendant 7 et 10 jours. C'est vrai, mais si c'était des fluoroquinolones ou des céphaloses de 3e génération, c'est un facteur de risque de BLSE. Hein? C'est vrai que chez l'homme, c'est un grand problème. Autant, je vous dis tout de suite, si c'était une femme avec les mêmes conditions, on aurait facilement choisi un aminoside seul, gentamicine ou amikacine, facilement. Mais chez l'homme, avec la prostatite, la diffusion n'est pas bonne. C'est pas le traitement qu'on va donner pour lui. Donc, c'est vrai que les recommandations, c'est entre de probabilistes, c'est entre les céphalosporines 3e génération, la ceftriaxone peut être donnée facilement, surtout en ambulatoire, si on juge que le malade peut être traité en ambulatoire, mais la ciprofloxacine, moi je dis, si on opte pour la ciprofloxacine,
et le patient ne peut pas prendre une céphalosporine 3e génération, autant attendre l'antibiogramme. Ça ne sert à rien, j'ai un très fort risque que cette fluoroquinolone va être résistante avec ce qu'on sait. Voilà les recommandations. Qu'est-ce qu'on dit? Antibiothérapie probabiliste pour les infections urinaires masculines. Et alors, si c'est polysymptomatique, différé, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis d'accord d'attendre. Donc, différé, on attend l'antibiogramme. Si mal toléré ou autre facteur de risque de complications, le diabète décompensé, on va hospitaliser, ça c'est céfotaxime, ceftriaxone, de première intention. Dimara ou les bêta-lactamines restent les antibiotiques bactéricides, toujours نخمو في البيتا-lactamine. On va attendre les alternatives. Quelle bêta-lactamine peut être utilisée? Avec signe de gravité, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de signe de gravité, c'est des malades en intra-hospitalier, et ça c'est comme la femme, c'est la même chose. Ça, j'ai voulu vous parler un peu des traitements, des durées de traitement et des pyélonéphrite d'une façon générale, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est pas les prostatites, des pyélonéphrite. Donc, regardez, ça c'est les molécules qu'on peut utiliser, ça c'est sur antibiogramme. Donc, céfotaxime, ceftriaxone, fluoroquinolone, amikacine ou gentamicine. Je vais faire combiner amikacine ou la gentamicine. Si c'est une BLSE, si c'est une résistance au céphalo de 3e génération, ce qu'on est en train de voir actuellement, l'amicacine reste quand même sensible, elle est meilleure. La genta, souvent il y a une résistance croisée et ça ne sera pas efficace. Ça c'est pour la femme, bien sûr. Donc la durée du traitement, elle est de 10 à 14 jours, ça reste comme ça. Mais quand on utilise ces molécules-là, 7 jours peut suffire. On n'a pas besoin. Et ça, c'est des nouvelles recommandations. Sané l'a dit tout à l'heure pour les infections pulmonaires, c'est la même chose pour toutes les infections en diminue. 7 jours, c'est largement suffisant. Regardez, si on utilise, moi je suis en train de défendre les aminosides. Dis-moi, on a peur des aminosides, mais les aminosides chez la femme, là, pour les infections urinaires, c'est efficace. C'est efficace et elles font partie des recommandations. C'est mieux que de donner autre chose et ça donne moins. Donc, pour les 5 jours d'aminosides, ça suffit. Bien sûr, on adapte s'il y a une insuffisance rénale. C'est pas une contre-indication. Soit on adapte, soit si c'est une insuffisance rénale évolutive, c'est vrai qu'on préfère ne pas en donner. Mais il y a des indications. Donc regardez, effectivement, c'est résistant. Regardez le céfotaxime qu'on a utilisé. C'est pour ça qu'on dit, chaque fois qu'on peut attendre, il vaut mieux le faire. Qu'est-ce qu'on fait devant cette résistance au céphalo de 3e génération chez un homme? Et bien sûr, je vous ai montré que les fluoroquinolones aussi, hein. Il n'y a pas le cercle, mais alors ciprofloxacine résistant. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on associe, qui a dit on associe? Oui, on associe quoi? Chez un homme. L'aminoside, chez un homme, si vous souhaitez qu'il pénètre dans la prostate pour traiter la prostatite, par contre, si le malade est grave, oui, on associe. D'emblée, d'ailleurs, on attend. Malheureusement, l'augmentation de la dose, c'est pas le même principe. Par contre, on peut demander, et c'est là où la relation avec le microbiologiste elle est bonne, de lui dire que c'est une infection urinaire, ou même s'il y a ces résistances, parlez-moi de CMI, de la piperatazo, et, bon, piperatazo s'il est hospitalisé, et de l'amoxicilline acide clave. L'amoxicilline acide clavulanique peut, dans des résistances comme ça, si la CMI le permet, on peut l'utiliser. Donc ici, je vous ai mis normalement, on dit, on va donner l'imipénème. Or, s'il vous plaît, nous devons avoir peur de cette imipénème, de ne pas la prescrire comme ça facilement chez des malades en ambulatoire. Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si les fluoroquinolones sont résistants, très souvent, parce qu'il y a résistance croisée, mais surtout les céphalotes de 3e génération. Cotrimoxazole. Or, 40% en Tunisie sont résistants. Donc, Inch'Allah, tu as l'antibiogramme pour Inch'Allah sensible. Les fluoroquinolones,
je vous ai dit que c'est des cas très rares de trouver des fluoroquinolones sensibles, mais si jamais, on est très content aussi. Puperatazo, c'est pour des malades hospitalisés, c'est encore mieux que l'imipénem, bien sûr. Et ça aurait été bien la thémocyline, qui est particulière. La thémocyline, ça appartient à la famille, c'est comme la vancomycine, etc. Mais elle a en fait, on peut ne pas dire que c'est la même famille, parce qu'elle a une sensibilité plutôt au BGN, donc c'est pas le même spectre. C'est un ancien médicament qui a été ressuscité et on a appris à l'utiliser en Europe, mais pas en Tunisie. Sifoxytine, on l'a pas non plus, mais on les a pas. Cefepime, si c'est pas une BLSE, qui est une céphalosporine de 4e génération. Bon, donc ici, je vous ai mis l'amoxicilline, acide déclavulanique, aminoside ou phospho, avec un avis spécialisé selon le cas. Je vous ai dit, chez un homme, c'est un peu difficile. Si c'est une cystite, il n'y a pas de problème. On a pivmécylinam, la phospho, l'nitrofurantoïne, ça reste sensible quand même, et ça, c'est très bien. Donc, au fait, pour l'homme, l'idéal, c'est que on reste encore avec ces bons traitements qu'on peut utiliser en ambulatoire. Les fluoroquinolones, le cotrimoxazole et les céphalosporines 3e génération, notamment la ceftriaxone. Donc, il faut tout faire pour les préserver. Ça serait bien qu'on fasse une étude et de voir cette recommandation, est-ce qu'elle peut être utilisée dans quel pourcentage des cas? Quand est-ce qu'on peut faire cela? La durée donc du traitement chez l'homme, 10, 14, 21, 28. Avant, c'était 28. Hein. Maintenant, on raccourcit, j'imagine que c'est facile de réfléchir à cela. C'est, au fait, entre 10 et 14 selon l'évolution. C'est rare qu'on aura besoin de 21 jours, c'est lorsqu'il y a des complications, lorsqu'il y a un abcès, mais sinon, on n'a pas du tout besoin de plus que 10 jours. Et regardez, pour les infections urinaires non fébriles chez l'homme, on est allé même à 7 jours, c'est suffisant. Et ça, encore faut-il, je répète, que ça soit sensible. J'ai mis uniquement cela parce que, à un certain moment, on a parlé même de la phospho, mais il vaut mieux ne pas la sacrifier parce que sinon, on a une résistance. Donc, on reste avec ça si c'est possible, sinon, on peut utiliser les autres parce que on peut rien faire. C'est une infection non grave, donc c'est pas grave s'il y a un échec à la limite. Là, on va augmenter. Donc, au fait, les conclusions, c'est une nouvelle terminologie qui sont pratiques, des facteurs de risque de complications. Cystite chez l'homme, ça existe. L'augmentation de la résistance, ça, il faut lutter par le bon usage des antimicrobiens. Donc, la cystite, pas de fluoroquinol, ni première, ni antibiogramme, quand on a d'autres possibilités. Écologiquement meilleur. La durée courte, pour la cystite, ça peut être monodose. La pyélonéphrite simple, 5 à 7 jours. 5 jours, c'est les aminosides. 7 jours, c'est les fluoroquinolones et les céphalo de 3e génération. Chez l'homme, 14 jours, voire 7 jours en cas de cystite. C'est ça ce que j'ai à dire sur les infections urinaires. Je ne vais pas parler des pneumopathies, mais je vais juste vous poser cette question. Un patient qui a une pneumonie, adulte, qui a une pneumonie avec comorbidité, quelle antibiothérapie de première intention utilisez-vous? C'est pas la peine de vous dire qu'est-ce que vous utilisez sans que je vous donne qu'est-ce que vous utilisez? Amoxicilline avec comorbidité, je suis pas d'accord. Acide clair. En cas de résistance, est-ce que vraiment vous utilisez les macrolides? En cas de résistance, il y a beaucoup de résistance. Si vous suspectez le pneumocoque de première intention, j'ai pas les macrolides, on les laisse lorsqu'on pense à des germes. Oui, c'est atypique. Les macrolides, faites attention. Les Américains qui parmi les recommandations de première intention, à cause des résistances. Donc, au fait, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler des antibiotiques à éviter dans les pneumopathies de première intention, avec comorbidité et non hospitalisés. Donc, les macrolides, les cyclines, le cotrimoxazole ne doivent pas être utilisés de première intention lorsqu'on suspecte un pneumocoque. Une pneumopathie
entre guillemets typique, qui fait évoquer le point de côté, l'atteinte parenchymateuse, etc. Non, il n'y a pas d'indication. Il y a un taux de résistance élevé. Les céphalosporines orales, non plus, à cause d'une concentration sérique et donc parenchymateuse qui est insuffisante. Et là, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et regardez par ici, est-ce que vous voyez des fluoroquinolones? Non. Et là, il y a le premier choix, donc sans comorbidité, au moins une comorbidité, regardez ce qui change. L'amoxicilline, sans comorbidité, ça peut être la Pristina, mais avec comorbidité, on passe directement à la ceftriaxone. Voilà. Donc, et puis, le nouveau aussi, je voulais vous dire, ça c'est un changement, on rajoutait, à 72 heures, on regarde l'évolution par un antibiotique, l'amoxicilline ou l'amoxicillin de première intention, et s'il ne s'améliore pas, on rajoute. Je ne sais pas chez les pédiatres comment ça se passe, j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas vraiment la même chose, mais on ne rajoute plus, on change, on est encore plus sûr de nous. On rajoute pas. Les indications de donner une bithérapie, c'est d'emblée, dans les graves, hospitalisés. Mais il n'y a pas d'indication. Ça, c'est des posologies, c'est juste, je voulais vous montrer, bien sûr, en dehors d'une insuffisance rénale, il faut donner les bonnes doses. Donc là aussi, un sujet obèse ou un sujet qui a des signes de gravité ou c'est pas la dose usuelle. Il faut aller jusqu'à 6 grammes. Par exemple, d'amoxicilline. D'ailleurs, on peut le donner même parfois par voie orale, si c'est possible, pour un obèse, etc. L'amoxicilline, acide grave aussi, mais faites attention, là, il faut utiliser les 2 grammes qui sont sous la forme de grammes, chez 1 gramme plus 1 gramme. Alors, ça c'est la durée aussi, certainement, Séné vous a parlé, des 3 jours. 3 jours avec une stabilité clinique, là où ça a été démontré avec un bon niveau de preuve. Je m'en stabilité clinique, il n'y a rien de ces facteurs. La température, la pression, la fréquence cardiaque, respiratoire, la saturation, tout est bon. À J3, on peut arrêter. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais on l'a démontré. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Chez l'adulte, la CRP et la PCT ne sont pas recommandées, ni pour le diagnostic, ni pour le suivi. C'est parce qu'il n'y a aucun plus par rapport à l'imagerie et à la clinique. Ça ne change rien. S'il y a des manifestations de gravité, cliniquement, à l'imagerie, par les comorbidités du patient. Mais on n'a pas besoin que c'est la CRP qui va nous le dire. Quelle température بشتي حتى راهو المريض لاباس. Ça c'est vrai que c'est difficile vu la facilité de demander une CRP. Et في الآخر نقول à la limite pas de procalcitonine غالية برشا. Mais si ça n'a pas de sens de demander ça. Donc au moins. Je vais passer très vite avec des petits cas cliniques très faciles pour vous rappeler certaines choses et encore pour moi pour le bon usage des antibiotiques. Ça c'est un furoncle. Il n'y a aucun signe de gravité, pas de fièvre, donc c'est un furoncle. Le germe, c'est un Staph aureus. Est-ce qu'il y a une indication en traitement antibiotique? Pas du tout. Là où j'ai vu des patients traités pour ça, pour un furoncle. Quand est-ce qu'on donne un traitement antibiotique pour une furonculose? C'est lorsqu'il y a un terrain débilité. Fibla, ça tel qu'on craint, par exemple, au niveau du nez, du visage, on craint la staphylococcie de la face. Ça, oui, il faut traiter, bien sûr, traiter ce staphylocoque. Les formes compliquées, carrément d'un anthrax, soit la hajat, ça, oui. Sinon, qu'est-ce qu'on donne? Soit de la flucloxacilline ou bien de la pristinamycine pendant 7 jours. Donc, c'est ça le traitement. Ça, c'est un Panari. Ça aussi, c'est très fréquent et c'est une source d'utilisation d'antibiotiques très facile. Le Panari, ça, c'est un Panari de l'index, c'est toujours le staphylocoque. Donc, qu'est-ce qu'on fait, au fait? On excise à ce stade.
on excise, il n'a pas besoin. Moi, je suis solo l'antibiotique le radi alors que il s'est collecté, donc il faut que le chirurgien mette à plat ou salam alaikum. Il n'y a rien, il n'y a pas de signes ni généraux ni régionaux. Donc, pas d'antibiothérapie. Quand est-ce qu'on donne une antibiothérapie? Donc c'est pas systématique si l'excision a été faite correctement, mais présence de signes régionaux, immunodépression ou bien en cas de valvulopathie, s'il y a une morsure qui est à l'origine de cette plaie, bien sûr, telle que la pasteurellose, une souillure tellurique, donc présence, suspicion d'anaérobe, waqta, on va vers l'amoxicillin clave. Ce n'est plus la pénième wahada. Érysipèle. Alors, l'érysipèle fait partie des dermos, du grand chapitre dermo-hypodermite non nécrosante. Mais elle a ses caractéristiques. Ne les oublions pas. La clinique est importante parce que, dans ces cas-là, c'est l'amoxicilline. J'ai pas dit la pénigée, mais l'amoxicilline, au moins, soit en ambulatoire, ou elle a l'ampicilline, elle est malheureusement, quand le malade est hospitalisé. Mais ça, c'est très important. On ne va pas donner de l'amoxicilline acide clave plus acide fusidique chez ce patient. Ce qui est, il y a une étude qui a été faite dans 50, voire 60% des cas, c'est ce qu'on utilise. وهذا les chirurgiens ربي يهديهم. هذا يستعملوه مرة protocole في les pieds diabétiques. Où chaque fois qu'un médecin il voit une infection du pied, il se pose plus les bonnes questions. Comment ça a commencé? Est-ce que les signes généraux ont précédé? La porte d'entrée par rapport aux signes. Cette femme, est-ce qu'elle a une forme grave ou pas d'érysipèle? On peut discuter, mais érysipèle. Allez, le début était brutal parce que la porte d'entrée n'est pas au sein de ce placard, parce qu'il n'y a pas de quoi penser tout de suite devant ces signes-là à un staphylocoque. C'est le streptocoque. Streptocoque, alhamdoulilah, c'est le seul qui reste sensible aux pénicillines G et A. Donc, voilà. Et cherchez plutôt l'intertrigo. Donc, l'amoxicilline peut être utilisée, la pristinamycine s'il y a allergie, l'érythromycine, j'aime moins, mais ça rate en cas de rupture de pristinamycine, on peut donner la clarithromycine essentiellement. Alors, si hospitalisation, ça c'est autre chose et je ne vais pas en parler. Je vais juste vous montrer, je vais juste vous parler de la clindamycine. Chaque fois que vous trouvez, j'ai dit tout à l'heure, elle est grave parce que il y a des signes toxiniques. Et dans ces cas-là, on peut associer la pénia à la clindamycine. Quand j'ai la clindamycine orale, ça aurait été bien, mais en Tunisie, malheureusement, on l'a pas. Ça, c'est dermo-hypodermite, tawan walio nécrosante. Nécrosante, ça, c'est la dernière patiente que je viens de voir. Faites attention, ça, c'est pas de la blague, c'est pas 1 gramme x 2 d'amoxicilline acide clave. C'est une diabétique, âgée de 32 ans. Là, elle est hospitalisée actuellement et elle fait de la peine. Allez, parce que, tawa, c'est une atteinte qui est grave. Bon, c'est vrai que c'est pas son pied à elle, parce que j'ai pas la photo post-opératoire, mais elle peut très facilement arriver à cela. C'était un phlegmon. Un phlegmon qui est passé, bon, inaperçu, une petite plaie, je sais pas, sylvaderma ou et ça, c'est pas grave. Et ça, c'est très grave, c'est les dermo-hypodermites nécrosantes, et ça, c'est des urgences médico-chirurgicales. Autre chose. Ça, c'est le pied diabétique ou le pied diabétique. Et stop. Si vous avez des questions à poser, je vais vous parler de la démarche si vous avez des questions, mais je m'arrête là. Donc, voilà. Merci pour votre attention. J'espère répondre à vos questions. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci, madame. Une question générale qui ne dépend pas tellement des antibiotiques. Est-ce que la PCT, c'est un marqueur d'inflammation ou d'infection? Quand on pose la question aux infectieux, ils nous disent que c'est un marqueur d'inflammation, et quand on pose la question aux pneumologues surtout,
ils disent c'est un marqueur d'infection, il faut traiter, c'est un bactérien, il faut traiter avec l'antibiotique. Donc on est perdu. Et pour sortir de ce dilemme, il vaut mieux la demander à bon escient, ça, parce que sinon, on va demander, parce que la spécificité n'est pas à 100%, ou la sensibilité non plus, et on est bien d'accord. Maintenant, c'est un marqueur plus d'infection bactérienne, on est tous d'accord. Et surtout, lorsque ça dépasse un seuil de 5, 10, etc. Mais les études sont encore en cours, où de plus en plus, les recommandations disent que la meilleure solution pour sortir de cette réponse très cliché, j'ai envie de dire de façon claire, elle est aussi bien de l'inflammation, mais aussi de l'infection, mais on ne sait pas à quel seuil. Et on ne sait pas, et je pense qu'on ne le saura pas, et ça ne sert à rien d'aller trouver cela. C'est comme si, oui, ça peut être un marqueur, mais pas dans ces infections-là. C'est dans les sepsis essentiellement pour pouvoir les suivre. Ça, je suis entièrement d'accord, mais pour le reste, je n'ai pas d'autres réponses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? لو قلنا السي بي مش لازم مي بارفوا نحطوا باسيونس انتيبيوتيرابي ونلقى السي بي مازال البلان كلينيك تاعو نلقاه لي بيان نولي نعيش سيتياسيون اسكو ديفري كونتينيو لو تريتمون واريتي تقول السي بي ما عندها حتى سينيفيكاسيون ميم سي لي ان بو اوغمونتي سي البلان كلينيك لي بيان جاريت بيتيتمون وي هو هذا هو اللي قلنا معناها il faut pas la demander c'est كيف ما البكتيريوريا اسيمبتوماتيك كيف معناها نمشيو نطلبوا سي بي يو هو مش في بلاصتو تلقاه بوزيتيف فيسي نوروجين يورين ان بو تروبل سور سوند نمشيو نعملوا لوي ما نعملوش يعني لان نكسرش راسي لا كلينيك il faut encore toujours la clinique. En pédiatrie, donc, c'est un petit peu différent. La CRP donc, garde un intérêt puisqu'elle a une bonne spécificité par rapport à l'adulte. Pour la lecture de l'antibiogramme. Quel degré? C'était ma question aussi tout à l'heure. Le niveau de preuve A1 معناها لا توصل 80% لا d'accord spécificité mais le niveau de preuve pour la recommandation شنو هو خاطر ما نشوفوش معناها ما نشوفش pour les enfants معناها pour presque toutes les études on trouve معناها ces paramètres معناها dans les études dans les maladies infectieuses. D'accord. Concernant l'antibiogramme, il faut une bonne lecture de l'antibiogramme. Il ne faut pas voir uniquement la sensibilité. Il faut voir également des résistances. Et je vous remercie bien d'avoir insisté sur le fluoroquinolone. Parce que pour le fluoroquinolone, pour la majorité, c'est le fluoxacine, ciprofloxacine, lévofloxacine, norfloxacine. Mais pour nous, les anciens, on connaît que l'acide nalidixique, c'est une quinolone de première génération. Et s'il y a même une sensibilité pour les 4 nouvelles quinolones avec une résistance à l'acide nalidixique, il ne faut pas utiliser les nouvelles quinolones dans toutes les indications parce qu'il y a le mécanisme de résistance par palier et on va avoir l'apparition d'autres résistances ultérieurement. C'est bon? Oui. Le pouvoir bactéricide du sérum avant on l'utilisait surtout pour les associations dans les endocardites. De moins en moins, il y a l'équipe de Sfers de Saadnen Hamemi qui a continué à l'utiliser ou qui est un fervent. Mais on n'a jamais fait de comparaison. Maintenant, dans les guidelines, c'est utilisé. Maintenant, l'antibiogramme qu'on appelle l'antibiogramme moléculaire, carrément par les PCR et on cherche les mutations. Donc, les nouvelles études, mais de moins en moins, disons, utilisées. Comme une souffrance, est-ce que c'est dû seulement au médecin ou est-ce qu'il y a aussi d'autres voies parallèles, même pas de prescription, mais plutôt de vente?
sais pas si vous m'avez Oui, compris. oui, oui. Vous souffrez beaucoup plus de vos confrères ou d'autres personnes. Merci beaucoup. C'est juste une réponse là, très. Moi, je souffre de beaucoup de choses, donc. Mais tout est là, tout est là. Et on peut mieux faire, c'est qu'elle qui fait le plus mal. Merci, professeur Al-Taïf, pour cette très belle présentation exhaustive.